va jouer le rôle de réactif en excès. Il en reste, et la quantité restante, ce sera la quantité introduite initialement, C1V1, moins la quantité qui a réagi avec H3O+. H3O+, quelle est la quantité de matière qu'on a versée lorsqu'on est à un état V2 quelconque? Eh bien, ce sera C2 fois V2. Donc, on retranche C2V2 à C1V1. H3O+, avant l'équivalence, joue le rôle, lui, de réactif limitant. Sa quantité de matière tombe à 0. Il ne persiste pas dans le milieu réactionnel. Pour les ions NH4+, on va en former autant que ce qu'on avait consommé d'ions NH3, à savoir C2 fois V2. Arrivé à l'équivalence, eh bien on va avoir quasiment la même chose, sauf qu'on remplace V2 par VE. Donc pour la case de NH3, on aura C1V1 moins C2 fois VE. Et un petit commentaire qui a son importance, puisque à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stöchiométrique, ça veut dire que tous les deux sont limitants. Par conséquent, ce terme C1V1 moins C2V2, il est égal à 0. Et si on prend C1V1 moins C2V2 égale 0, eh bien on retrouve la relation à l'équivalence qu'on avait écrite à la question précédente. C'est une façon de justifier cette relation à l'équivalence. En ce qui concerne les ions H3O+, à l'équivalence, ils sont limitants, comme NH3, quantité de matière nulle. Pour les ions ammonium, C2 fois VE. Je m'aperçois que j'ai oublié les ions chlorure. Dans un état intermédiaire, on a autant d'ions chlorure que ce qu'on avait versé de H3O+, à savoir C2V2. Et pour la case V2 égale VE, on aura pour les ions chlorure une quantité de matière C2 fois le volume équivalent. Pour la dernière ligne, on a dépassé l'équivalence du système. On a donc pour l'ammoniac une quantité de matière égale à 0. Et les ions H3O+, vont maintenant persister dans le milieu réactionnel. Mais ils persistent seulement une fois qu'on a passé l'équivalence. Si on veut définir la quantité de matière qu'il y a de présents qui n'ont pas réagi, eh bien on dira que c'est égal à la quantité totale versée depuis le début du titrage, moins ce qui a été consommé par les molécules d'ammoniac. On va donc écrire C2V2 moins C2VE. En ce qui concerne les ions NH4+, eh bien, on n'en forme pas plus que ce qu'on avait précédemment. On a donc encore une fois C2 fois VE. Et pour les ions chlorure, eh bien, on en ajoute à chaque fois qu'on ajoute des H3O+, donc C2 fois V2. Ensuite, pour la question numéro 26, une question plutôt orientée expérience, c'est un point qu'on avait vu au cours du TP numéro 9, on nous demande si la cellule conductimétrique n'est pas immergée au début du titrage, est-ce qu'on peut ajouter de l'eau distillée pour l'immerger donc, et est-ce qu'on peut ajouter de l'eau du robinet? Alors, concernant l'eau distillée tout d'abord, cette eau, elle est quasiment dépourvue d'ions, et tant mieux, puisque les ions pourraient être perturbateurs lors d'un titrage conductimétrique. Donc ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on ajoute de l'eau distillée, on réalise une dilution. La quantité de matière de soluté ammoniac qui doit être titrée ne change pas par dilution, et par conséquent, on peut mettre de l'eau distillée. Méfiez-vous quand même, si vous en mettez un volume trop grand, eh bien vous allez vous retrouver dans une situation de dilution quasi infinie, et vous aurez alors la conductivité qui tendrait vers 0. Donc on peut en mettre, mais pas trop. Est-ce qu'on peut ajouter de l'eau du robinet? Eh bien dans l'eau du robinet, il y a des ions qui peuvent être des perturbateurs de la réaction, donc mieux vaut éviter. En plus de ça, l'eau du robinet, eh bien, elle a une conductivité qui est assez élevée. Ça veut dire que si vous avez, lors du titrage, une variation de la conductivité qui est plutôt faible,
Tout ça pourrait être nivelé par la conductivité de l'eau du robinet, et vous verriez alors, du début à la fin, une conductivité quasiment égale à une constante. Donc au final, plus possible de repérer l'équivalence. Ensuite, pour la question numéro 27, alors cette question, elle peut paraître un petit peu difficile, et en même temps, une fois qu'on l'a faite, c'est pas si compliqué que ça. On nous parle de la loi de Kohlrausch, qu'il va bien sûr falloir rappeler, et on nous demande de montrer que la courbe de conductivité en fonction du volume V2 de solution titrante correspond à des portions de droite. Alors là, cette question, c'était une question dure, j'avais donné peu d'informations, on va voir comment on pouvait la résoudre. Tout d'abord, on rappelle donc la loi de Kohlrausch, qui nous dit que la conductivité d'une solution, sigma, est égale à la somme sur tous les ions présents d'un produit de deux termes, lambda I, la conductivité ionique molaire de l'ion considéré, multiplié par la concentration molaire de cet ion, Ci. En ce qui concerne les unités à l'intérieur de cette relation, la conductivité sigma s'exprime en Siemens mètre moins 1. La concentration doit être exprimée en mol par mètre cube. Et du coup, par analyse dimensionnelle, les conductivités ioniques molaires vont s'exprimer en Siemens mètre carré mol moins 1. Donc ça, c'est notre relation initiale. Pour pouvoir l'appliquer et démontrer qu'on obtient des droites, eh bien, on va se placer d'abord avant l'équivalence et après l'équivalence. Et pour ça, je vous propose de regarder deux techniques expérimentales différentes. La première méthode expérimentale, méthode 1, nous dit que lors d'un titrage conductimétrique, à l'intérieur du bécher, on a deux choses qui vont faire varier la conductivité. Premièrement, la réaction chimique. Des ions apparaissent et disparaissent et font varier sigma. Deuxièmement, eh bien, il y a également de la dilution. Évidemment, lorsque vous mettez de la solution titrante, vous apportez certes des réactifs, mais aussi du solvant, de l'eau. Cette eau va modifier les valeurs des concentrations des ions présents, et donc va modifier également la valeur de sigma. Et d'ailleurs, au passage, certains parmi vous, lors de la question numéro 26, m'ont dit « lorsqu'on met de l'eau distillée, la conductivité de la solution ne varie pas ». C'est extrêmement faux. Lorsqu'on met de l'eau distillée, on dilue, et donc la conductivité va forcément diminuer. Donc, si on s'arrange pour mettre un volume d'eau distillée suffisamment grand pour pouvoir négliger la dilution, sans non plus arriver à dilution infinie, donc là, on met un volume d'eau distillée qu'on va noter petit v. Alors, il peut être bon de le mesurer, comme on l'avait fait en TP, avec une éprouvette graduée. Donc là, on va négliger les effets de la dilution. Et attention, vous vous souvenez, lorsqu'on met de l'eau distillée, il ne faut pas non plus en mettre trop, pour ne pas tomber dans des conditions de dilution infinie. Donc là, on en met suffisamment, mais pas trop. Le juste milieu, eh bien, pour le trouver, en général, on doit faire plusieurs expériences, on tâtonne un petit peu au début pour trouver la bonne valeur. Regardons ce qui se passe lorsqu'on se place tout d'abord dans la première partie du titrage avant l'équivalence. On est donc avec V2 inférieur à VE. Pour appliquer la loi de Kohlrausch, eh bien, il nous faut savoir quels sont les ions présents. Pour ça, on reprend le tableau de suivi des quantités de matière et lorsqu'on est avant l'équivalence, les ions présents sont des ions ammonium et des ions chlorure uniquement. Par conséquent, la conductivité de la solution s'écrit lambda NH4+, fois la concentration de ces ions, plus lambda Cl-, fois leur concentration. Alors cette relation, elle n'est pas satisfaisante puisque nous, on souhaite travailler avec sigma en fonction de V2. On doit donc faire apparaître le volume V2. Bon, ça c'est la grandeur expérimentale, la conductivité. Les valeurs de lambda, ce sont des constantes, on ne peut pas jouer avec.
Par contre, les valeurs de concentration, on est capable de les exprimer en fonction des volumes, et c'est ce qu'on va faire en utilisant simplement le fait qu'une concentration, c'est égal à une quantité de matière de soluté divisée par le volume total de la solution. Donc là, pour la suite, je reste avec la relation qui est ici. Sigma égale somme de lambda NH4+, par concentration de NH4+. Et cette concentration de NH4+, d'après le tableau d'avancement, c'est égal à C2V2 sur le volume total présent dans le bécher, à savoir V1, plus le volume d'eau distillée ajouté initialement, plus V2. Pour les ions chlorure, on aura lambda Cl- fois C2V2 sur V1 plus V plus V2. Bon, on voit qu'on a fait apparaître le volume V2, il est présent dans les deux termes, mais le problème, c'est qu'il est présent à la fois au numérateur et aussi au dénominateur. Donc tel quel, si on voulait tracer sigma en fonction de V2, eh bien, on ne verrait pas l'équation de droite affine ou linéaire qu'on cherche à montrer. Donc on utilise le fait qu'on cherche à négliger la dilution. Il faut donc ici que le volume petit v permette de négliger V2 par rapport au terme précédent. Donc si le volume petit v est tel que V1 plus petit v très supérieur à V2, alors on aura V1 plus petit v plus V2 qui sera à peu près égal à V1 plus petit v. Et ça change tout, puisque maintenant, si on exprime la conductivité sigma, on va avoir lambda NH4+, multiplié par C2 sur V1 plus petit v, fois V2, plus lambda Cl- fois C2 sur V1 plus V fois V2. Arrivé ici, on peut rassembler donc les termes et on aura sigma qui sera donc égal à lambda NH4+, plus lambda Cl-, facteur de C2 sur V1 plus petit v, le tout fois V2. Et donc, si on s'intéresse à la courbe sigma tracée en fonction du volume V2, eh bien, on remarque qu'on aura une courbe qui correspond à une équation linéaire avec un coefficient directeur qui est ici. Et ce coefficient directeur est proportionnel à la somme de lambda NH4+, et lambda Cl-. Donc ça veut dire que lorsqu'on va tracer l'évolution au cours du titrage de la conductivité, initialement, on va avoir une valeur de sigma confondue avec l'origine, ou quasiment, ça dépend de la valeur de la conductivité de l'eau distillée, et ça va augmenter jusqu'à une certaine valeur, qui sera celle du volume équivalent. Donc voilà pour la première portion, avant l'équivalence, et lorsqu'on passe l'équivalence, l'équation va être un petit peu plus longue, puisqu'il y a un ion supplémentaire. Donc lorsque V2 supérieur à VE. Après l'équivalence, les ions présents sont les ions chlorure, les ions ammonium et les ions H3O+. On va donc définir sigma comme lambda Cl- fois concentration de ces ions, plus lambda NH4+, fois leur concentration, plus lambda H3O+, fois la concentration.
Et là, on va procéder de façon analogue. On va exprimer chacune des concentrations en fonction de ce qu'on a mis dans le tableau d'avancement pour la ligne V2 supérieure à VE. Donc, on y va. Pour Cl-, on aura lambda Cl- fois quantité de matière présente C2V2 sur le volume. Et là, je vais directement écrire le fait qu'on néglige la dilution. Donc, je vais négliger V2 par rapport au terme V1 plus V minuscule. Concernant les ions NH4+, la quantité de matière présente après l'équivalence, c'est la quantité C1V1 divisé par le volume V1 plus petit v. Et pour les ions H3O+, la concentration, on a dit que c'était C2V2 moins C2VE, le tout divisé par V1 plus V. Ok, arrivé ici, on voit que le terme V2, il apparaît là pour Cl-, il apparaît également ici pour H3O+. On va les isoler. On va donc avoir sigma égale lambda Cl- plus lambda H3O+, facteur de C2V2 sur V1 plus V. Et ensuite, on a NH4+ et H3O+. Et lorsqu'on arrive à cette équation, si on essaye de tracer sigma en fonction de V2, eh bien on remarque que là ici, on a ce premier terme qui correspond au coefficient directeur. Il est proportionnel cette fois à lambda Cl- plus lambda H3O+. Et on a le terme de droite qui va correspondre du coup à l'ordonnée à l'origine. Donc la première droite était une équation linéaire, celle-ci c'est une équation affine. On nous demandait dans la question suivante de tracer justement la courbe. Donc si on prend un tout petit peu d'avance pour la question numéro combien? Numéro 28. Lorsqu'on trace sigma en fonction de V2, compte tenu des équations qu'on vient de poser, on aura une première portion qui sera une portion linéaire, suivie d'une autre portion qui sera affine. Les coefficients directeurs pour la première partie, eh bien, c'est proportionnel à lambda Cl- plus lambda NH4+. Pour la seconde partie, proportionnel à lambda Cl- plus lambda H3O+. Et comme la conductivité ionique molaire des ions oxonium est nettement supérieure à la conductivité ionique molaire des ions ammonium, eh bien, on va avoir une rupture de pente, une évolution d'abord douce au début, puis plus brutale après l'équivalence, avec au niveau de l'intersection des deux courbes, la valeur du volume à l'équivalence. Donc si on mettait tout ça, on avait beaucoup de points. Donc là, je vous ai développé donc, la première méthode qui permet d'arriver à ce graphique. La méthode numéro 2 permet d'arriver presque au même graphique. Sauf qu'au lieu de travailler avec la conductivité et un volume initial important permettant de négliger la dilution, on va travailler avec une conductivité corrigée. Donc cette méthode 2, c'est la suite de la question numéro 27. Pour l'appliquer, donc, on va
ajouter dans le bécher initial un peu d'eau distillée pour immerger la cellule si nécessaire, mais on peut ne pas en mettre. Donc là ici, on aura un volume V qui peut être égal à 0 ou différent de 0, mais quoi qu'il en soit, il ne permettra pas de négliger le terme V2 par rapport au terme V1 plus petit v. Comme tout à l'heure, on va faire les deux situations, équation avant et après l'équivalence. Donc lorsque V2 inférieur à VE, on a vu que les ions présents, ce sont les ions ammonium et chlorure. La conductivité va donc s'exprimer comme conductivité ionique molaire de l'ammonium fois sa concentration, c'est-à-dire j'ai oublié, c'était C1 ou V2, ou C2. C'est C2V2 divisé par V1 plus petit v, éventuellement égal à 0, plus le volume ajouté V2. Et pour l'ion chlorure, on aura lambda Cl- fois C2V2 sur V1 plus V plus V2. Encore une fois, si on regarde cette équation et qu'on essaye de tracer sigma en fonction de V2, on a un problème puisque V2 apparaît au numérateur et au dénominateur. Une façon d'arranger ce problème, c'est de définir la conductivité corrigée de la façon suivante. Ce sera égal au produit de la conductivité qui est ici, sigma, et vu qu'on ne veut pas avoir tout ce terme au dénominateur, eh bien on va multiplier sigma par V1 plus V plus V2. Du coup, sigma corrigé, ce sera égal à lambda NH4+, fois C2V2 plus lambda Cl- fois C2V2. On peut alors regrouper les termes sous la forme suivante, lambda NH4+, plus lambda Cl-, facteur de C2V2. Et si on trace donc la conductivité corrigée en fonction du volume V2, eh bien vous voyez qu'on obtient une droite qui sera une droite linéaire, de coefficients directeurs, proportionnels, comme tout à l'heure, à lambda NH4+, plus lambda Cl-. Cette méthode, elle est plus générale que la précédente, on n'a pas besoin d'ajouter le volume V ajusté précisément comme je l'évoquais tout à l'heure. Par contre, il faut avoir l'idée de définir la conductivité corrigée en tenant compte de l'expression qu'on a initialement, puisque si on ne passe pas par cette conductivité corrigée, on n'obtiendra jamais les expressions des droites. En ce qui concerne ce qui se passe donc avec cette deuxième méthode après l'équivalence, eh bien c'est tout à fait symétrique et je vous laisse l'écrire en autonomie pour vous tester là-dessus. Donc on commence par poser la loi de Kohlrausch et on utilise la même définition pour la conductivité corrigée et on montre, comme pour la situation méthode 1, que la deuxième partie de la courbe correspond cette fois à une équation de droite affine. Pour finir là-dessus, on nous demandait, dans la question numéro 29, de préciser comment est-ce qu'on devait faire expérimentalement pour déterminer le volume à l'équivalence avec le plus de précision possible. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, j'avais un barème relativement large qui permettait de recevoir plusieurs arguments, et voici les quelques arguments qu'on pouvait évoquer. Tout d'abord, lorsqu'on fait le suivi de conductivité ou conductivité corrigée en fonction du volume V2, eh bien, on trace des droites. Une portion avant l'équivalence, une portion après l'équivalence. Lorsqu'on souhaite tracer une droite, si vous avez 5 à 6 points, ce sera déjà suffisant. Donc ceux qui m'ont dit on resserre les points au voisinage du volume équivalent,
bah, c'est pas une bonne technique, puisque ça ne permettra pas de mieux définir la droite. De la même façon, ceux qui m'ont dit on va faire énormément de points pour définir cette droite, c'est augmenter le nombre de manipulations pour peut-être ne pas vraiment augmenter la précision. Donc 5 à 6 points avant l'équivalence, 5 à 6 points après, ce sera déjà satisfaisant. Deuxième point, alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans une copie, je n'y avais pas pensé mais c'est tout à fait juste. On peut utiliser un ordinateur pour faire le traitement de ces données. Évidemment, hein, la méthode de l'ancienne école, ce serait de se dire je vais prendre des points expérimentaux, les placer à la main sur papier millimétré, faire une régression linéaire en ajustant à la règle. Ça évidemment c'est beaucoup moins précis que si vous utilisez un ordinateur ou une calculatrice pour faire vos tracés. Ensuite, on m'a parlé également de l'étalonnage du conductimètre. Alors l'étalonnage, là, c'est vraiment au choix. Si on n'a pas besoin de la valeur de la conductivité à l'équivalence, on peut ne pas le réaliser. Ça ne changera pas la précision du titrage. Par contre, si on souhaite utiliser cette valeur, un étalonnage préalable sera nécessaire pour fixer donc dans l'appareil la valeur de la constante de cellule. Le dernier point qu'on devait évoquer, c'est ce que je demandais clairement dans la question, c'est les incertitudes. Alors parmi les incertitudes, en chimie, on en rencontre de deux types. Et elles vont être traitées de façon différente. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo, également sur le drive, un lien qui vous permettra de résumer un petit peu ce qu'on peut faire concernant ces incertitudes. Le minimum à savoir, c'est la chose suivante. Elles se distinguent en deux catégories. Tout d'abord, les incertitudes de type A. Et pour pouvoir les traiter, ces incertitudes, eh bien, elles portent sur les erreurs aléatoires. Pour pouvoir y pallier, on va faire un traitement statistique des données et elles nécessitent un très grand nombre d'expériences. Et donc ensuite, pour faire cette analyse des données, eh bien, on se base sur des grandeurs telles que l'écart type. Tout ça sera détaillé plus précisément donc, dans le lien dont je vous parlais. Le deuxième type d'erreurs, ce qu'on appelle les erreurs de type B, elles sont dues, ces erreurs de type B, à l'utilisation du matériel lorsqu'on fait notre manipulation. Ça peut être la verrerie ou même du matériel électronique comme un conductimètre, un pH-mètre ou un voltmètre. Les erreurs de type B, elles peuvent encore une fois être estimées avec des formules. Alors, il y en a une que vous connaissez probablement déjà.